Et puis pour terminer cette partie dédiée aux institutions de financement et d'évaluation de la recherche, j'invite Jean-François Deschamps à nous rejoindre. Bonjour. Il travaille à la DG Recherche et Innovation de la Commission européenne. Donc on va changer un petit peu de niveau pour continuer à parler donc des questions qui nous intéressent cet après-midi. Elle est déjà à l'écran, vous allez voir. Ah, super, on voit ici. Très bien. Merci pour cette invitation. Bonjour à toutes et à tous. Jean-François Deschamps, je travaille à la Commission européenne, qui est une grande maison, donc dans une direction générale, comme un ministère, qui s'appelle Recherche et Innovation. Et je m'occupe en particulier d'Open Access depuis à peu près une douzaine d'années déjà. Donc ce que j'ai voulu faire aujourd'hui, c'était vous présenter un peu comme un tableau en pointilliste, hein, vous montrer un peu du doigt certaines choses que nous faisons. Et voilà, pour voir un petit peu quelle peut être l'influence que nous avons au niveau de la Commission européenne, modestement, sur peut-être ce que vous faites et vos domaines de recherche. Alors voici un peu l'idée de cette présentation pour cet après-midi. D'abord, vous donner le contexte. C'est toujours intéressant pour tout le monde de savoir qui nous sommes, ce que nous faisons, etc. Des grandes lignes de politique, mais vraiment, voilà, un petit peu en gros, ce qu'on a fait par le passé et ce qui nous tient occupés pour l'instant. Le financement, parce que nous sommes aussi évidemment un organisme de financement de la recherche et de l'innovation. Un nouveau rôle pour nous, qui est d'être un éditeur scientifique. Alors je vais en parler aussi. Et puis, quelques mots de conclusion assez subjectifs, en fait, sur un petit peu de ce que nous pensons un peu de scholarly communication et du monde de l'édition scientifique. Voilà. Ah, évidemment, aussi mes diapositives sont en anglais, en tant que bon français et... voilà, j'ai pas aussi l'habitude de parler en français, en fait, ce qui est assez paradoxal. Donc, n'ayez pas peur si des fois j'ai des mots qui dérapent en anglais, mais je pense que c'est une déformation professionnelle. Mais ce que je voulais commencer à vous expliquer, c'est un petit peu dans le contexte spécifique de la recherche et l'innovation, qui nous sommes. Parce qu'évidemment, vous êtes à Bruxelles, vous êtes assez privilégié quand même pour savoir la différence entre les différentes institutions européennes, qui fait quoi, etc., pour un peu... peut-être nous dédiaboliser, on va dire. Mais quand il s'agit de la recherche et l'innovation, on a trois grands rôles, qui est le premier, celui de faire des politiques, d'avoir des textes juridiques et législatifs. Ça, vous le connaissez. Il s'agit donc pour nous de proposer, dans le domaine de la recherche et l'innovation, des projets de législation, de suivre aussi ces projets. C'est pas tout de faire des directives, par exemple, mais il faut aussi voir comment elles sont mises en œuvre et comment les choses sont prises en charge par les États membres. Nous ne travaillons pas tout seuls. Donc, je ne vais pas vous faire non plus tout un speech sur les autres institutions, mais en particulier, il y a le Parlement européen, donc les élus des citoyens, et le Conseil, qui sont donc les représentants des 27 États membres. Et puis, ce que nous pouvons faire aussi, c'est, d'une façon un peu plus légère, inviter les États membres à faire certaines choses, travailler ensemble sur certaines thématiques. Nous sommes aussi un financeur de la recherche. Bon, ben ça, vous êtes au courant avec les programmes cadres, celui actuel qui s'appelle Horizon 2020, enfin, celui qui vient de finir, mais qui continue aussi évidemment avec certains projets, Horizon 2020 et Horizon Europe. Ce que vous connaissez peut-être un petit peu moins aussi, c'est notre rôle, donc en bon français, de capacity builder, qui est aussi de financer et de co-diriger des infrastructures, par exemple de la recherche, mais aussi d'avoir nos propres chercheurs avec les centres communs de la recherche, Joint Research Center en anglais. Voilà un peu les trois rôles que nous avons. Alors que vient faire la science ouverte là-dedans? Pourquoi est-ce que ça nous intéresse? En fait, on a commencé à travailler sur Open Access il y a, comme j'ai dit, à peu près une douzaine d'années. Et puis, progressivement, les choses se sont un peu développées, pas forcément, enfin, pas nous tout seuls, mais avec tout le monde. Et on a commencé à parler de l'open science, quelque chose d'un petit peu plus grand. Comme tout bon établissement de politique qui se respecte, il nous fallait un narratif.
Alors le narratif, il a évolué un petit peu avec le temps, mais on parle toujours aussi de la science ouverte comme étant un outil pour augmenter la qualité, l'efficacité de la recherche et l'innovation européenne. Travailler sur la réutilisation des données, etc. Éviter donc aussi pour les financeurs et pour les États membres de faire des recherches qui ont déjà été faites ailleurs. Donc ça, c'était relativement facile, on va dire. La créativité, donc on a aussi mis en avant les qualités de la science ouverte en ce qui concerne la cross-disciplinarité, transdisciplinarité, etc. Et puis, quelque chose qui est venu assez récemment, et puis je pense qu'on a bien mis en avant, en particulier avec Covid, c'est la capacité aussi de confiance dans la recherche et dans les résultats de la recherche et l'engagement des citoyens. Euh, il y avait quelque chose aussi qu'on avait mis beaucoup en avant au début et que on a mis un peu de côté pour l'instant discrètement, c'était les coûts. C'était aussi l'économie d'échelle. J'ai entendu tout à l'heure que la revue Belgeo, par exemple, a beaucoup gagné, enfin, a fait des économies en passant en open access. C'est pas forcément le cas de tout le monde non plus. Open access a un coût et un coût qui peut très fortement augmenter. Mais donc voilà un petit peu notre narratif. Alors ça, on est bien d'accord, c'est super pénible à regarder, mais je voulais juste vous montrer un peu où nous sommes, qui nous sommes. Donc c'est l'organigramme, le dernier organigramme de la DG Recherche. Fun fact, nous ne sommes pas du tout pyramidal, hein, mais alors en fait c'est une pyramide inversée. Donc vous pouvez vraiment imaginer la même chose, mais avec la base, et voilà, mais là c'est comme un drapeau, donc on est bien d'accord que c'est très pyramidal, c'est très classique, mais nous sommes là, une petite unité, enfin petite, relativement moyenne, d'une vingtaine de personnes qui travaillons sur la science ouverte. Tous les autres collègues, la ligne en haut sont un peu les empêcheurs de tourner en rond. Donc on a les collègues qui s'occupent, donc nous Open Science, d'autres collègues sur les universités par exemple, etc. Et puis vous avez beaucoup aussi, à part les choses un peu plus pénibles, genre budget, etc., toutes les recherches thématiques, maritimes, terrestres, les airs, la santé, etc., etc. Mais donc nous sommes une vingtaine de personnes et les sujets sur lesquels on travaille sont... On est 3-4 sur Open Access. Il y a des collègues aussi sur certains aspects de l'infrastructure, comme le nuage européen de la recherche, la participation des citoyens, des questions des données, etc. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de la législation. Donc, qu'est-ce que nous avons fait ces dernières années ? Alors, c'est juste 3 exemples, et évidemment ces slides sont pour vous, et tout ce qui est en orange est cliquable. Il y a un document qui, pour moi, me tient toujours à cœur, que Marc connaît bien, qui sont ces recommandations que nous avions faites en 2012 sur l'accès à et on ne dit pas préservation en français, conservation de l'information scientifique, qui était notre première tentative en 2012, un document qui a été revu en 2018, de dire aux États membres: attention, il faut qu'on travaille sur quelque chose qui n'avait pas de nom encore à l'époque, qui était Open Science et Open Access, parce que si on ne le fait pas ensemble, il y a certains gouvernements qui vont aller plus vite que d'autres. Il y a certaines régions, certains lenders, certaines provinces aussi au sein de votre pays qui vont mieux se développer que d'autres, etc. Donc c'était réfléchissez-y et réfléchissons si possible ensemble. Un deuxième document aussi, parce que c'est assez important, c'était la révision de la directive sur le droit d'auteur dans le DSM, Digital Single Market, je ne sais plus comment c'est en français. Et là, ce qui est intéressant pour nous, c'est le fait d'avoir vu de nouveaux obstacles qui s'étaient développés quelques années auparavant, qui étaient pour des obstacles à Open Access, c'était des aspects de droit d'auteur. Où, sans vous cacher, évidemment, certains grands éditeurs ont essayé de trouver des parades pour bloquer ou pour ralentir le libre accès, pour s'approprier certains droits. Et voilà, je ne vais pas refaire l'histoire, mais ça a été quelque chose d'assez important pour nous. Ça a changé aussi un petit peu notre façon de travailler. Du coup, on est devenu un petit peu plus juridique. Et le troisième document que j'ai présenté, c'est aussi un petit peu le futur, parce qu'il y a pas mal d'années, on avait commencé plutôt avec ce qui était facile, entre guillemets, qui étaient les publications, mais les données sont... c'est la boîte de Pandore, et en plus, comme un organisme de financement comme le nôtre qui finance
de la recherche qui va des sciences sociales aux essais cliniques, l'observation du ciel, etc., les données peuvent être extrêmement différentes. Et c'est là où, en 2019, par exemple, on avait introduit, enfin déjà aussi un petit peu avant dans d'autres documents, le principe que les données doivent être aussi ouvertes que possible et aussi fermées que nécessaire. Ça, c'est le passé, qui est toujours évidemment d'actualité. Et ce qui est en train de se cuisiner pour le moment, depuis pour les années à venir. Donc, à nouveau, j'essaie de condenser et de ne pas vous donner non plus trop la partie pénible du pourquoi, du comment, mais c'est cet agenda politique sur ce qu'on appelle le European Research Area, donc l'espace européen de la recherche. Il y a une feuille de route pour 2022-2024 où il y a 3 points qui, à mon avis, sont intéressants pour porter à votre connaissance, qui est l'ouverture simplement donc, des connaissances, le copyright, donc à nouveau, parce que les problèmes continuent, on va dire, et puis, on l'a beaucoup entendu tout à l'heure, et la Commission est loin d'être insensible à ça, les questions d'évaluation de la recherche et des chercheuses et des chercheurs. Horizon Europe est notre programme de financement de la recherche. Le grand changement qui a été introduit l'année dernière par rapport à Horizon 2020 était d'aller beaucoup plus loin dans le concept de la science ouverte, c'est-à-dire d'aller plus que demander à ce que les publications soient open access, mais aussi que l'accès libre soit immédiat, par exemple. On peut parler aussi des limites que nous donnons au remboursement des frais quand il s'agit de publications hybrides. Et puis aussi, tout ce qui avait été déjà développé sur les données est devenu beaucoup mieux expliqué avec le principe de fair data. Donc, en français, je crois que c'est facile à trouver, accessible, interopérable et réutilisable. Et puis, d'autres points, dont aussi le dernier, l'évaluation. Quand vous déposez un projet pour Horizon Europe, le Journal Impact Factor donc n'est pas intéressant pour nous. Ce qui est intéressant, ce sont des publications que vous estimez importantes pour vous. Alors là, c'était aussi juste un point pour vous dire que nous finançons donc de la recherche dans plein de domaines, mais aussi la recherche qui nous intéresse nous parce qu'elle nous aide pour notre politique. Et donc, par exemple, on a actuellement un appel à proposition qui est ouvert pour les politiques, pour le libre accès, pour les livres et les monographies. Et puis, on en a un autre qui devrait être publié dans pas longtemps, qui est sur une coopération globale sur la publication en libre accès d'un point de vue non-for-profit, Diamond, si on va dire. Alors, je vous ai promis aussi ce nouveau rôle de la Commission, qui est d'être un éditeur scientifique. Open Research Europe, si vous cliquez, vous allez directement sur cette plateforme de publication. On va peut-être en parler tout à l'heure pendant le débat. C'est un nouveau rôle pour nous. C'est pour l'instant une plateforme qui est... comment dirais-je, nous avons fait un appel d'offres, mais nous en sommes propriétaires. Et ce n'est pas obligatoire de publier sur Open Research Europe, mais si vous êtes un chercheur ou une chercheuse financée par Horizon 2020 ou par Horizon Europe, vous pouvez publier sur cette revue, cette plateforme, sans aucun coût pour vous. Alors bon, on peut peut-être en parler effectivement tout à l'heure. Et le dernier slide que j'ai, c'est un peu peut-être aussi pour après amener le débat sur différentes questions. Des éléments subjectifs, c'est mes collègues et moi un peu quand on réfléchit un petit peu comment présenter notre vision aussi pour nos supérieurs, pour nos managers, pour le milieu de l'édition scientifique, de la communication scientifique. C'est de passer à un milieu qui est born open access, donc aller directement dès le début à des publications qui soient open access. C'est aussi des coûts qui soient affordable, le mot tout d'un coup ne me vient pas. Accessible. Accessible, merci. Et voilà pour tout le monde. Un écosystème aussi, ça c'est au milieu d'infrastructures et de services aussi, parce qu'on nous tous, et vous en particulier, on se repose encore beaucoup sur des services qui sont financés par certaines universités, etc. Je pense à Sherpa Romeo ou GISC, etc.
Et mon dernier point, parce que ça me tient aussi à cœur, c'est le principe d'être équitable. C'est assez récent dans notre fonctionnement et parce qu'on a aussi pas mal de collègues qui sont assez conservateurs dans leurs idées et c'est quelque chose qu'on essaie de développer de plus en plus, c'est l'idée aussi d'équitabilité dans Open Access, surtout quand on pense en dehors de pays assez riches comme celui dans lequel on est actuellement et qui peut se permettre effectivement de financer Open Access, ce qui n'est pas le cas non plus de tous les pays sur le globe. Voilà, j'ai fini. Je vous remercie. Merci beaucoup.